Alors, je suis à vous. Parfait. Vous êtes prêts, les gars? OK. Tu l'as-tu dans l'image? Bonjour, Monsieur Ben Abdallah. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir invités au Centre culturel islamique de Québec pour cette entrevue. Vous êtes d'origine algérienne, vous êtes arrivé au Québec en 1969 et vous avez cofondé le Centre culturel islamique en 1985, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Et vous êtes consultant en environnement. Êtes-vous toujours consultant en environnement? Toujours consultant. Oui. Toujours consultant en environnement. Vous êtes arrivé en 1969, vous avez vu, vous connaissez mieux le Québec que moi, vous avez vécu plus longtemps au Québec que moi, qui est né en 1982. Racontez-moi, vous, en tant que musulman pratiquant, d'origine algérienne, qui arrivait avec votre différence et qui est devenu québécois, comment vous avez vu évoluer dans les 5 dernières décennies l'ambiance sociale au Québec Oui. par rapport à l'immigration, par rapport à l'islam, mais aussi dans le senti de quelle est l'ambiance, quelles sont les émotions, comment vous avez senti ça évoluer? D'abord, j'ai senti qu'il y a une évolution. Que j'ai dit que cette évolution est négative, c'est faux. Elle est positive, mais elle est passée par des hauts et des bas. J'ai senti, en arrivant ici, que je suis dans un peuple qui est très, très généreux. J'ai jamais vu ça. J'ai pas beaucoup voyagé, il faut dire. En 69, j'avais pas voyagé, mais j'ai connu la colonisation, j'ai connu l'esprit français, colonialiste, dominateur, impérialiste. J'arrive ici, waouh! Un peuple qui ne fait que questionner, parce qu'on était étrangers, on nous questionne. Il y avait cette curiosité extraordinaire. Donc il y avait cette curiosité. Ça a évolué. Tout d'un coup, les médias se sont mis à l'œuvre parce que les médias se sont modernisés. Il n'y avait plus que des journaux, il y avait une multitude de journaux, une multitude d'opinions. Et à travers les médias, il y a eu cette invasion de l'image, et l'image portée par les écrans de télévision qui ont déformé un peu les opinions. Et moi, je l'ai vécu parce que, en tant que musulman, j'ai assisté, de par ma présence en tant qu'être humain, aux différentes étapes à travers le monde, les guerres, etc. Et l'image est devenue tellement forte qu'on ne colportait dans les journaux, si vous êtes jeune, hein, je veux dire, le journal du Québec, journal d'abord, on nous montrait toujours les journaux avec toujours une femme quasiment nue pour attirer l'attention. Ensuite, des images sur des meurtres. Et ensuite, maintenant, sont venues les images de la guerre. Beaucoup, beaucoup d'images sur la guerre. Et les gens rentraient dedans. C'est ça, les gens rentraient dedans. Ils croyaient beaucoup plus en l'image qu'à ce qui est dit. Ce qui est dit était très peu, parce que les journalistes jouaient le jeu, et ça, peut-être qu'ils ne vont pas m'aimer, ils ont joué le jeu de l'image, et cette image a été très, très négative. Alors, les gens curieux regardaient l'image, mais ils nous interpellaient. Pourquoi vous faites ça? Moi, je suis ici, pourtant. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi il y a des guerres chez vous? Et pourquoi vous êtes venus ici? Et qu'est-ce que vous leur répondiez? Je leur réponds que, tout d'abord, ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas ici, moi je suis là. Deuxièmement, pour que vous compreniez ce qui se passe ailleurs, il faut comprendre l'histoire, qu'est-ce qui se fait. Et puis cette histoire n'est née que d'un impérialisme de domination, des avoirs, de l'extraction des ressources naturelles, de l'utilisation des ressources naturelles qui fait que vous avez un pays moderne ici. Si vous regardez Alcan, il a développé l'aluminium à partir de la bauxite en Guinée. Et cette bauxite était payée pas cher. Alors si vous ajoutez ça, et je vous dis qu'en Guinée, c'est la pauvreté totale, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, avec cette bauxite, il aurait pu sortir du sous-développement. Et ça fait aigrir des peuples. Et il y a des dominations économiques, des dominations politiques très fortes, à tel point que l'extraction des ressources forestières, minières et même humaines, parce qu'on nous a pris les plus grands cerveaux qui sont partis ailleurs, ça a fait beaucoup de mal. Et ça a fait, moi je parle de l'immigration, il y a au moins 30 ans que je parle d'immigration.
Je leur ai dit, l'immigration, elle va venir très, très mauvaise dans l'opinion des gens, parce qu'on ne sait pas la maîtriser, et ce n'est pas arrêter les flots des gens qui se déplacent. C'est arrêter le flot de ces gens en leur donnant leur dignité de vivre chez eux comme il se doit, avec leurs propres ressources. Le développement local dans ces pays ne s'est pas fait. On faisait de l'extraction, on donnait des bricoles, puis on maintenait une hégémonie politique dictatoriale dans tous ces pays, ce qui fait que l'individu grandit, se marie, puis il n'a pas de quoi nourrir des bouches. Alors il va se mettre dans un conteneur, il va traverser le désert saharien, il va arriver sur le port algérois, et puis hop, il va traverser... Où il va faire la guerre dans son pays. Ou il va faire la guerre en son pays, ou bien son pays, s'il n'a pas les moyens, il va s'enrôler ailleurs pour pouvoir trouver... Mais la plus grande part des gens qui sont déplacés, ce n'étaient pas des gens qui sont déplacés pour aller faire la guerre. Parce que la guerre, la plupart des gens qui sont déplacés, qui ont fait l'immigration qu'on connaît, ce sont les gens qui allaient chercher un bien-être ailleurs pour le remettre à leur famille. Si les individus sont allés en Italie, en France, et surtout en France, ça a commencé beaucoup en France, l'immigration, et même avant les Arabes et les Algériens maghrébins, c'était les Italiens, les Portugais. C'était les Espagnols qui n'avaient pas les moyens parce qu'il y avait des dictateurs franquistes, il y avait Salazar du côté du Portugal, etc. Donc les gens allaient dans ce pays qui était le pays de la démocratie. Donc ils apportaient leurs bras pour travailler, pour avoir quelques francs, dans le temps c'était le franc, pour le remettre à leur famille. C'est comme Donc ça bougeait. Et ça bougeait de façon... Moi je le disais, parce que j'ai fait l'international, je disais, mais ça bouge. Si on veut que ces gens ne bougent pas, remettez-leur dignité de vivre avec leurs ressources chez eux. Ne faisons pas des ponctions et puis les rendre pauvres sur leur propre terre, sur leur propre mine de cobalt, de diamants. Et c'est ce que vous tentiez d'expliquer aux gens quand vous avez senti que ça commençait à changer, que les gens voyaient la guerre dans les journaux et disaient « pourquoi vous faites la guerre ?» C'est ce que vous tentiez de leur expliquer? Alors moi, je faisais ce que vous expliquez. J'essaie d'aller plus loin dans pourquoi c'est arrivé ça, pourquoi les guerres sont là, pourquoi Iran-Irak, pourquoi la guerre du Golfe, pourquoi la Syrie, pourquoi... Et donc ça, c'était une étape. Tout ça, c'est une hégémonie qui vient de gens ou de pays qui veulent dominer un autre pour avoir les avoirs de l'autre. Okay. Donc, continuez la ligne du temps. Là. Donc, cette curiosité des gens a été sincèrement mal étriquée par l'image qui sortait. Les gens se contentaient de l'image, les gens se contentaient de gros titres. Et nous, qui étions à l'université, on se forçait à expliquer. Dieu merci que l'université était très disposée à ouvrir les portes dans des conférences. On a fait la semaine africaine, je me rappelle, en 72, 73. C'était une semaine au complet. On expliquait la colonisation française. Donc les gens venaient, ceux qui avaient la possibilité de venir pour expliquer les choses. Mais l'image a tellement dominé, les gros flashs ont tellement dominé qu'on voyait dans cet étranger une sorte de virus qui n'est pas bon. Et on ne comprenait pas comment ces gens se déplacent. Donc quand on me voyait, après, mis à part mes amis qui sont proches de moi parce qu'ils me connaissent, les gens de loin, ils disaient, ces étrangers, regardez ce qui se passe chez eux, puis ils viennent chez nous. Moi, j'ai été apostrophé par une dame au centre d'achat. J'achetais des légumes et des fruits chez Steinberg. Dans le temps, c'était Steinberg, si vous connaissez. Et puis là, elle me voit, elle me dit, mais pourquoi vous êtes chez nous? Partez chez vous, regardez, ne vous ramenez pas la guerre. Parce que ce qu'il voyait, c'était la guerre. Il voyait un étranger, il faisait la relation. Donc ça a été... Donc toute cette ambiance de voir qu'on était bien reçus, qu'on s'expliquait, que c'était intéressant, les gens étaient curieux, etc., était déformée par le prisme informationnel, d'information de la presse. Et je dirais plus que ça, je dirais que dans le temps aussi, les intellectuels au Québec, c'était des intellectuels qui étaient mus presque essentiellement par la question identitaire. La question identitaire, c'est-à-dire, ça ne se discutait qu'à travers des Québécois pur laine. Nous, on a été mis en marge. Moi, quand je parlais du Québec, je sentais le Québec en moi, on m'écoutait avec politesse, mais pas plus. Donc, ce sentiment d'appartenance,
je sentais que j'étais là, disparaissait au fur et à mesure et était remplacé par une sorte de justification qui fait que je me sentais lésé, mais j'endurais, j'expliquais, on en faisait des conférences, on faisait des rencontres extraordinaires. Mais alors, si vous faites l'addition de tout ça, si vous additionnez tout ça, cette frustration, et les intellectuels qui étaient mus uniquement par un esprit identitaire, c'était légitime. Hein. Moi, je dis pas qu'il ne fallait pas. Regardez tous les partis qui sont succédés, même les libéraux, c'était le Québec, même si ce n'était pas question d'indépendance. Mais on était en quelque sorte à part. Donc, quand il arrivait un événement fâcheux, c'est nous qui étions mis dans le dallo pour nous dire ben, c'est à cause de vous, c'est chez vous que ça se passe. Mais non, chez moi, c'est chez moi, moi je suis ici. Non, mais c'est chez vous, c'est ces gens. Et quand on leur expliquait tout la panoplie des déboires que ces pays ont connus et qui fait qu'il y a ces guerres, ça ne rentrait pas dans la tête des gens. Alors moi je dis, c'est les élites québécoises qui étaient en faute. Parce que les élites québécoises auraient pu parler très bien et les gens les écouteraient parce qu'ils sont d'eux, c'est leur souche. Donc quand M. Laurent parlerait, le seul que j'ai entendu qui a parlé avec son cœur, c'est M. René Lévesque, qui était un journaliste extraordinaire et qui a parlé de la révolution algérienne comme étant un exemple de décolonisation et d'avancement. Mais j'ai dit, mais pourquoi les autres n'ont pas emboîté le pas? Pourquoi M. Parizeau, quand le référendum a été perdu en 1985, il a dit, on a perdu à cause de l'argent et du vote ethnique? Mais pourquoi mettre le vote ethnique, c'est-à-dire nous, comme étant les responsables de l'échec de l'indépendance du Québec? L'indépendance du Québec est au-delà des individus. C'est en dedans de chacun des individus. On ne peut pas prendre une partie puis dire c'est à cause de toi. Ça a fait très mal aux étrangers. Donc les cassures sont arrivées là. Mais je profite du fait que vous parliez de ça pour vous poser la question que j'allais vous poser en dernier, mais je vais y aller tout de suite, puis on reviendra. Moi, je suis indépendantiste de cœur. C'est quelque chose qui m'habite, c'est un rêve. J'ai des raisons pragmatiques de vouloir ça, mais la principale raison, c'est une raison de cœur. Puis ça m'a été transmis par des gens que j'aimais, qui sont mes parents, les grands-parents, les gens qui m'ont aimé, que j'ai aimé. Et quand j'ai vu les films sur la Révolution algérienne, sur la guerre en Algérie, comment ça s'est fait, j'étais très, très sympathique à tous ces combattants qui disaient, bien ici, c'est chez nous, puis on va faire un pays qui est de nous, à nous, pour nous, sans vouloir dire qu'on n'accueille pas les gens, mais en disant, on va les accueillir chez nous, pas chez l'autre. Puis depuis que je milite, ça fait longtemps, souvent des gens qui étaient, mettons, pas de la même frange indépendantiste que moi, des gens qui avaient plus de misère avec l'immigration, me disaient « Ça sert à rien que tu essaies d'aller convaincre les immigrants, ça marchera jamais. Perds pas ton temps, convainc les Québécois de souche, là, tu peux faire des gains. » Mais moi, j'ai toujours été intéressée, j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai toujours été intéressée par les autres cultures, par les mélanges interculturels, par l'interculturalisme. Puis j'ai pas voulu les écouter. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui est très important de pouvoir imaginer un pays avec justement tous les gens qui vivent. C'est les gens qui sont à côté de moi qui, pour moi, sont mon pays. Si c'est vous ce matin, c'est vous. Donc, indépendamment de votre idée politique là-dessus, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire que le message indépendantiste puisse toucher des gens qui sont pas nés au Québec et qui sont devenus Québécois au cours de leur vie? C'est simple et en même temps une grande montagne. Hein. Considérez les gens qui sont là des citoyens à part entière. Ne travaillez pas avec eux par uniquement gentillesse, comme la personne qui vous a dit, il n'y a pas de gain à sortir de ça. Mais c'est quoi, on cherche des gains? C'est quoi un gain? On travaille avec des gains, on travaille à changer des mentalités pour que ces mentalités soient de mon côté, dans mon esprit philosophique, dans mon esprit de principe de faire un pays. C'est ça. Mais un gain, on rentre toujours dans le marchandage. Pas la peine, donc laissez-les de côté, c'est surtout la majorité qu'il faut convaincre, et avec la majorité, on fera... Donc ces gens à travers lesquels on ne trouve pas de gain,
ben, ils resteront toujours à la marge de la société. C'est-à-dire, même quand il y aura l'indépendance, ils seront à la marge de la société parce qu'ils n'ont jamais été une partie prenante. Vous ne voulez pas qu'ils soient une partie prenante. C'est pour ça que je vous ai dit, à quelques reprises, je me sentais très frustré quand je parlais du Québec à des Québécois, en parlant de mes tripes, on m'écoutait uniquement par politesse. Moi, je vous dis, j'ai écrit à des gens qui étaient à l'étranger quand il s'est passé des... Mes enfants étaient indépendantistes, hein. Je ne sais pas s'ils le sont encore, je ne discute pas politique, ils sont à Montréal. Et j'écrivais à un collègue qui était dans un pays d'Afrique subsaharienne, je lui parlais de l'événement, le référendum, etc., et comment je me sentais mal, puis mes enfants, etc., etc. Un pays se construit à travers une... Et pourtant, cette personne, je l'ai rencontrée plusieurs fois, parce que j'ai fait beaucoup de voyages dans les pays en développement, on discutait. Je lui ai écrit, il ne m'a jamais répondu. Et je sais que c'est quelqu'un qui est très indépendantiste. Quand il ne me répond pas, alors que j'ai écrit 5 pages de texte, c'est signe qu'il dit, c'est gentil, mais ton discours, il ne sort pas du cœur d'un Québécois. Tu ne peux pas sentir ce que nous, on sent. Vous vous trompez. Et moi, je vous le dis sincèrement, vous vous trompez. Le nouveaux arrivants, comme moi, ça fait 50 ans, c'est pas beaucoup que 50 ans. Le nouveau arrivant, il peut sentir autant que vous un pays. L'immigrant, il peut sentir autant que vous le devenir de la société. Je ne suis pas indépendantiste, hein, il faut le dire. Je n'ai pas atteint encore ce niveau de compréhension. Mais j'ai des feelings qui peuvent être très indépendantistes. Alors, je pense que ce sont ces feelings qu'il faut coucouner chez beaucoup, probablement chez beaucoup. Parce qu'il y a une crainte pour nous qui sommes venus de l'extérieur que, tout d'un coup, il va y avoir un gros changement et on sent que nous, on est toujours des étrangers. S'il y a cette indépendance, déjà, on nous a paupérisés, on va continuer à nous paupériser. Donc, il y a une sorte de... Attention, faites attention. Donc, cette crainte, il faut aller la défaire. Il faut aller chercher où est... Chaque individu a son petit coin, hein, qui va faire sa petite clé qu'il faut déverrouiller. Et c'est un travail pour vous de longue haleine. Il ne faut pas se dire qu'avec un discours, avec une gentillesse... Non, je comprends. Non, je suis tout... je le dis de bon cœur, ce n'est pas par leçon de morale, mais c'est du travail parce que les individus sont... Mais moi, je me méfie, et là, je veux vous le dire, je me méfie de ceux qui, tout d'un coup, se retrouvent indépendantistes, ils viennent d'arriver, puis tout d'un coup, ils prennent le slogan, et puis ils sont... Je sens qu'il y a du marchandage. Moi, j'ai le feeling. Parce qu'il faut comprendre d'abord la société québécoise. Il faut comprendre son histoire. Il faut comprendre l'esprit religieux, l'esprit social, l'esprit socialiste du Québec. Comment comment il y a eu les nationalisations pour redonner au Québec ces piliers de développement, etc. Et regardez tout ça dans un giron anglophone, canadien, américain, parce que vous êtes nous sommes des Américains. Vous voyez comme je saute? Je vous ai dit, nous sommes des Américains. Donc, tout ça doit être compris avant que les individus prennent le slogan et se lèvent. Et je ne leur enlève pas ça. Mais moi, parfois, je me méfie parce que ils sont venus aigris de ce qui se passe ailleurs et ils transmettent leur aigreur en s'alliant à une cause noble, grande. D'un côté ou de l'autre. Hein, pour profiter. Souvent, l'aigreur va de l'autre côté aussi, ou l'aigreur ils vont s'impliquer dans des causes. Mais si on continue après 95, puis qu'on arrive à 2001, à partir du moment où il y a eu, comment on appelle ça, le 11 septembre, finalement. Après le 11 septembre, si on continue dans votre perception du changement, là... Ben, comme je vous ai dit, moi, j'ai senti que le Québec évoluait très vite. Les institutions étaient en place, c'était solide, c'était fantastique. Le monde bancaire était fort, même s'il faisait des rendements qui ne redescendaient pas à la base. L'extraction minière, la puissance énergétique était maîtrisée par
L'extraction, il fallait vérifier des choses pour ne pas... Extraction forestière, minière, il fallait qu'on on watch ça. Mais quand même, les retombées quand même sur le Québec. Il faut dire, on ne s'appauvrissait pas. Mais l'appauvrissement venait du mouvement intellectuel qui ne faisait pas l'effort. Je dirais ça encore. Parce qu'il était très vindicatif. Et cette position vindicative ne ralliait pas tout le monde. Moi, ça ne m'a pas rallié. Je ne citerai pas la personne qui nous a bastonné sans arrêt et qui a vécu en France, qui a écrit des livres, et qui a récemment parlé à la télévision plusieurs fois. Et pourtant, c'est des intellectuels qui peuvent rendre service au pays de façon extraordinaire. Donc ça s'est allé jusqu'à 2001 où la situation est devenue pire. Donc on a traversé Salman Rushdie, on a traversé la guerre Iran-Irak, on a traversé la guerre israélo-palestinienne qui continue, maintenant c'est la Syrie, et à chaque fois on est en position minoritaire de faiblesse, nous les étrangers, que quand est venu 2011, 2001, c'était quasiment le summum. Encore une fois, des amis à moi, des amis qui me disent ben, il faut parler de ça, vous, pourquoi c'est arrivé? Je dis, écoute, pourquoi moi je vais expliquer ce qui est arrivé là-bas? Est-ce que moi je suis dans la tête de ces gens? Mais je peux l'expliquer par le fait que l'amertume, quand elle est à son summum dans les pays qui ont des richesses et qui sont les plus pauvres au monde, je sais que naît de ça des embryons de gens qui disent eh ben moi, je vais agenouiller les puissances qui nous ont uniquement flagellés alors qu'ils auraient pu nous aider pour nous en sortir. Ils ont pris nos biens, etc. C'est une explication facile. Donc les intellectuels n'ont pas fait ce pas ici. Mais le fond de la société était intéressée. Elle est captive, la société. Elle peut prendre, mais ça n'a pas été fait. Et je donne toujours la citation l'exemple de la commission Bélanger-Campo. Vous avez fait sciences politiques un peu? Oui, je connais. La commission Bélanger-Campo. C'est une commission extraordinaire qui a parlé du Québec, du développement du Québec, et qui a fait réunir des intellectuels, des économistes. Il y avait un foisonnement magnifique. Ça tombait à l'eau quelques années après. Les intellectuels n'ont pas pris le pas, ils sont restés toujours dans cette dynamique d'aigreur de l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas un élément aigre, c'est un élément de joie normalement. Or, quand on parle de ça, on ne parle qu'avec dureté. Avec dureté. Et si on veut que l'indépendance, le concept d'indépendance soit dans le cœur de chacun, il faut être positif. Mon Dieu, il faut être positif. Je suis d'accord et ne pas avec vous. prendre une partie de la société pour en faire un capital, pour dire que, vous voyez, nous, on est unique, nous, on est particulier, nous, mais les autres, c'est pas la même chose. Non. C'est une création, à faire ensemble. Dites des choses positives qu'il y a ici, parlez des ressources, parlez des gens, parlez de la bonté des gens, parlez des gens qui ont travaillé pour faire le pays qu'on a. Et de ce qu'on veut faire ensemble aussi, ça de fait ce qui s'en vient. Oui, ça fait 60 ans. Le pays qui est là, on l'a fait ensemble. Oui. Donc, continuons à le faire ensemble. Même ceux qui sont là, qui viennent d'arriver hier, vous êtes avec nous, on va travailler ensemble. Qui parle comme ça? Excusez-moi. Nous, c'est ça qu'on a fait pendant la campagne. On parle de façon... Oui, mais c'était une période très courte. La période électorale. Mais là, vous allez voir, on va faire... Je ne parle pas de la période électorale, je parle de tout. Quand on se présente hier, j'étais à une réunion sur l'environnement, le développement, etc., avec un syndicaliste, avec mon ami Luc Boutillier, etc. On parle beaucoup de choses mauvaises que de bonnes choses. Mais c'est un peu comme quand vous disiez tout à l'heure, on faisait des conférences sur l'Afrique, des gens venaient, mais on avait à côté la réalité médiatique qui faisait. Mais c'est un peu la même chose pour nous. Nous, on travaille, puis là, c'est vraiment la militante qui parle, on fait des choses, on crée sans arrêt pour aller vers le positif. Puis ça, c'est pas encore... mainstream, c'est pas connu, mais on travaille par en dessous. Il faut y aller comme ça. Puis on va... Vous allez donner aux gens
l'espace. L'espoir aussi. L'espoir pour créer quelque chose. Parce que l'espoir crée l'espace. Quand on a, si c'est un espace, les horizons s'ouvrent et les individus peuvent parler. Oui, exact. Hier, je vous donne cet exemple, quand ils ont parlé, le ci, le ça, la domination, et puis le Québec, puis on va faire. À la fin, il y a un monsieur qui a dit, mais dites-nous au moins quelque chose. Est-ce qu'il y a des exemples positifs qui sont passés dans le monde? Elle ne lui a pas donné la parole. Elle a continué à donner la parole à d'autres. Moi, j'ai levé. J'ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Moi, je peux lui donner au monsieur. Et dans ma tête, c'était parler des choses positives. Des exemples positifs dans le pays, les locaux qui sont pris en main et qui ont développé des choses et ils sont sortis de la pauvreté ensemble. Oui, on peut faire des choses. Ah non. Alors, j'ai été la voir. J'ai dit, vous voyez dans quoi on tombe? On parle beaucoup de choses aigres, et c'est vrai, c'est difficile, c'est négatif. Mais ça nous garde c'est... collectivement dans un état dépressif. Mais il faut que les gens, quand ils sortent, ils sentent qu'il y a au moins une petite fenêtre toute petite, même si elle est petite, mais elle est là, elle peut s'élargir. Vous ne m'avez pas donné cette possibilité, c'est vraiment dommage. Elle dit, oui, mais il y a le même, on va le faire à Montréal, si vous voulez. Je dis, mais moi, je suis ici, je ne vais pas aller dire. Mais je dis, s'il vous plaît, quand c'est ça, terminez ça avec des choses où les gens peuvent exprimer des exemples positifs pour que les gens ne disent pas que c'est la fin du monde. Oui. Le Québec n'est pas dans la rue. Le Québec, il est là, on avance, on a des débats démocratiques. Du temps de Duplessis, vous n'avez pas ça. Ça fait pourtant pas plus que 60 ans. Hein? Non, c'est vrai. Mais on est dans le discours. C'est partout. C'est dans les médias. C'est dans chaque fois qu'on parle du collectif ou du politique ensemble, on est très négatif. J'ai l'impression que c'est un peu comme si, collectivement, on était un peu en dépression, puis qu'il faut qu'émerge un discours de « non, on peut se relever ». Il faut aller vers un discours un peu plus positif et puis faire confiance au peuple. Oui, qu'on peut. Que c'est pas obligé de mal aller tout le temps. Il faut faire confiance au peuple. Les gens ici, vous êtes d'origine, vos grands-parents, etc., nous, on est nouveaux, c'est des gens très positifs. S'il n'était pas positif, on n'aurait pas le bien-être qu'on a maintenant. C'est ce que j'allais vous... Une de mes questions, c'est... J'aimerais ça que vous me disiez un peu, vous êtes Québécois, vous avez été par osmose complètement... vous partagez vraiment... Vous avez plusieurs cultures en vous, mais de votre point de vue particulier, d'avoir justement plus qu'une culture que vous avez, vous diriez, si je vous demandais là, de parler des Québécois, là, en généralisons un peu pour le plaisir, et de dire une chose que vous trouvez vraiment belle, puis une chose qui vous plaît moins. La faire belle, tout de suite, ça me saute aux yeux, c'est la bonté des gens. Mais c'est pas la bonté, parce qu'il y a des gens, quand on dit la bonté, c'est comme si on leur mange la laine sur leur dos, les gens sont bons, bonasse. Sont gaga, bonasses. Ouais. C'est pas bonasse. Les gens ont la bonté en eux. Le Québécois a la bonté en lui. Je peux vous assurer, et je le dis par expérience. J'ai fait quasiment le tour de la planète. Je connais la France, la Belgique, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. J'ai voyagé. Le Québécois, la Québécoise, la bonté est innée en elle. Donc c'est cette bonté qu'il va falloir extérioriser, le répéter. Et ça signifie qu'il y a, à travers ça, vient facilement la solidarité. Si j'ai appris quelque chose ici, c'est la solidarité. Si j'ai appris quelque chose ici, c'est donner la chance aux coureurs. Vous ne vous fâchez pas tout de suite sur la première opinion. Il y a toujours du recul. Moi, j'ai appris ça et j'étais content d'apprendre ça. Alors que chez nous, dès que vous parlez quelque chose, on ne vous laisse pas terminer. Comme on dit en bon québécois, on vous rentre dedans. Non, ici, on vous donne cette possibilité de vous rattraper dans le discours, dans vos attitudes, dans les gestes que vous allez faire. Si après, on constate que vous maintenez une position négative, là, les gens ne vous laissent pas passer. Donc, les gens sont rationnels, les gens sont bons. Et je pense que ça, c'est une chose extraordinaire. La chose la moins bonne, vous vous fâchez moins, parce qu'il faut de temps en temps se fâcher et parler aux intellectuels qui ne font que je ne dirais pas se cacher, mais ne faire des discours que contre eux. Il faut redescendre le discours des intellectuels à la base. De certains intellectuels qui avancent des tous, idées. Non, oui. De certains intellectuels à la base. Refaire des mouvements. Parce que beaucoup d'intellectuels tentent de combattre ce discours
répandue qui finalement crée des tensions dans la société, qui jette les gens les uns contre les autres, qui veut... Ouais, c'est dommage, ça. Mais beaucoup d'intellectuels veulent leur répondre, mais ne savent pas trop comment. J'imagine. Encore. Donc, les intellectuels doivent créer des moments, des opportunités de discours, mais à grande échelle. Hein. C'est vrai qu'il y a dans les quartiers, dans les villes, oui, non, à grande échelle, il y a des discussions, etc. Mais de temps en temps, mon Dieu, deux fois par année, des intellos avec des politiciens, des sociologues, des philosophes, qui se fâchent. Une table de discussion sur le devenir de la société, le monde. Je peux vous assurer que les gens seront captés. Mais il faut pas faire la langue de bois. Il faut dire les choses telles quelles. Il faut utiliser le français qu'on a. Il faut utiliser un langage clair et précis. Et les gens vont embarquer. Donc, vous trouvez que c'est une des choses qui sont moins, disons... Mais je ne vois pas de grands rendez-vous. Non. Donc, il n'y a pas assez... Il n'y a pas assez de grands rendez-vous. C'est comme si on ne réagissait pas assez, on était un peu... Les états généraux sur X choses. Par exemple, moi, j'ai vécu dans les années 90, je pense, les états généraux sur la science. États généraux sur la science, du temps de M. Ryan. Et même avant lui, comment il s'appelait? J'oublie les noms. On a fait les états généraux de la science, d'où le Conseil de la science, etc. Mais c'était fantastique, parce que tout le monde avait le seul but d'expliquer où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qui est en train de se passer ailleurs, comment est l'état de la science au Québec, et quels sont les outils qu'on doit mettre en place, et comment va-t-on mettre tout ça pour la contribution du bien-être de la société. Et de ça est né des choses extraordinaires. Hein. Les universités ont été réformées, les centres de liaison entreprises-universités se sont développés, et il n'y en avait pas. Et là, on a redescendu la science avec l'entreprise et on a fait des start-up, des petites compagnies qui maintenant sont de grandes compagnies dans le domaine biologique, dans le domaine pharmaceutique, dans plusieurs domaines. Vous voyez, c'est en faisant ces états généraux sur des thèmes porteurs qu'il y a toujours quelque chose qui sort de bien. Faisons des états généraux sur la société, faisons des états généraux sur la pauvreté, faisons des états généraux sur nos avoirs, nos ressources naturelles. Et puis vous allez voir que les gens vont vous écouter. Puis ils vont se rendre compte qu'ils sont dans le meilleur pays au monde. Il ne leur manque rien. Juste donc vous souhaitez au Québec un peu de ça. Des gens qui savent diriger, mais des gens qui acceptent que toute personne sur cette terre ici québécoise doit être pris en tant que personne vivant sur cette terre et non pas quelqu'un qui vient uniquement sucer le Québec. Donc, si vous aviez un souhait pour les Québécois, ce serait qu'ils réagissent plus, qu'ils s'activent plus pour je ne donne pas de leçon de morale. Non, je comprends, mais quand vous dites... oui, moi-même. Donc, il faut qu'ils disent... Il faut qu'ils disent à ces gens... il faut pas qu'ils soient gênés d'écrire dans les journaux des opinions, etc. Envahir le monde médiatique de la parole du peuple. Là, il va y avoir toujours un petit quelque chose qui va rester. Mais si on n'envahit pas les médias de nos paroles, nous, les gens du peuple, ben, il y aura juste ceux qui ont la possibilité d'être écoutés par l'intelligentsia qui vont faire passer leurs opinions. Et ça, c'est dommage. Je ne dis pas que les opinions n'apparaissent pas dans les journaux, hein, mais ils sont triés. Parce que moi, je connais des gens qui ont voulu écrire, mais ils n'ont pas eu l'écho voulu dans les journaux. Mais parce qu'ils sont seuls. Ils écrivent un de temps en temps. Mais si vous parlez aux gens, à chaque semaine des gens, quand vous allez les voir, vous parlez de la pauvreté, écrire dans les journaux. Mais ça m'amène vos opinions dans les journaux. Parce que ce qui fait que, par exemple, des textes qui ont été... qui pointent du doigt l'islam ou les musulmans, pour en parler bien clairement, pognent dans les médias. Beaucoup de gens, de chroniqueurs, vont avoir une pression ou un désir d'écrire là-dessus parce qu'ils savent que les gens vont cliquer, ils savent que ça va rapporter. Pourquoi, d'après vous, ça rapporte de cibler une communauté et de bâcher dessus? Ça rapporte du fait que l'information qui est véhiculée véhicule des guerres qui se passent dans des contextes majoritairement musulmans. Et toute l'histoire du voile aussi qui est devenue... Voilà, majoritairement musulmans. On a fait ouvrir les portes du Québec et du Canada pour l'immigration.
Et une fois que la personne est ici, on lui dit « Ah, votre attitude n'est pas acceptable. » Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un chez vous, puis après lui dire « Ah ben non, tu ne fais pas ça comme ça. » Vous l'avez invité. Enfin, je pense que c'est un autre sujet très, très complexe. Non, mais pourquoi il y a une telle... Puis si... Parce que je me... Bon, j'ai ma petite idée là-dessus, mais pourquoi il y a dans cette société québécoise qui est, je suis d'accord avec vous, à la base, Allons-y. bonne, Oui. mais qui... pourquoi il s'est que- développé une telle parce qu'il- frayeur ou haine Oui, de l'islam et moi, de je tout la ça? comprends très bien. Parce que les gens comme moi, si j'étais pure laine, je dirais « Ah, j'ai des acquis. » Et puis, voyons un groupe qui vient chez moi, j'ai peur que les acquis que j'ai vont se diluer et vont disparaître. Et c'est faux. Les acquis que vous avez ne disparaîtront jamais parce que ce sont des acquis nobles, positifs, Mais extraordinaires. pourquoi ils ont peur, d'après vous? Parce que c'est vrai qu'il y a Ben, une c'est ce peur, que il y a je une dis. tension. C'est ce que je dis. Parce qu'ils font la comparaison de ce qui se passe ailleurs. Cet esprit de comparaison fait que s'ils viennent et que nos lois sont faibles, donc c'est leurs lois qui vont dominer, et regardez ce qu'ils ont chez eux, ils vont le transporter ici, et ce qu'ils ont chez eux, qui est très mauvais, risque de venir ici, devenir très, très mauvais. Cette incompréhension de la chose fait que cette personne qui est différente et qui est ici, il faut qu'elle change complètement. Vous ne pouvez pas changer complètement. Vous pouvez même pousser une femme à lui ôter son foulard dessus la tête, mais vous ne pouvez pas enlever ce qu'elle a dans son esprit. Hein? On peut la convaincre, on peut la forcer par coercition qu'il faut qu'elle enlève son voile. Elle va l'enlever, mais au fond d'elle-même, elle est toujours voilée. Et ça, il faut le comprendre parce qu'il y a des choses en dedans d'une personne, on ne peut pas le lui enlever. C'est des convictions profondes. Mais mon Dieu, regardons les choses simplement. Ces gens, est-ce qu'ils sont là pour enlever les acquis du Québec et les remplacer par autre chose? Jamais dans l'esprit des musulmans, et j'en suis un, je n'ai comme idée que je vais enlever les acquis des Québécois pour mettre à leur place mes acquis. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas se faire. Sinon, ça prend une révolution. Une révolution. Vous savez, une révolution dit que tout change du fond en comble. Mais on a dépassé Donc, s'il vous plaît, prenons les choses au premier degré et donnons à cet individu qui est l'étranger qui vient d'arriver cette possibilité de se sentir citoyen. Tout en et étant de lui-même. sentir aussi citoyen que celui qui a 1000 générations ici, je ne sais pas, je dis 1000. Et vous allez voir que il va être aussi contributif, aussi intéressant, aussi... Si je suis là, je me rappelle que la baguette de pain n'existait pas, que le couscous n'existait pas, que les l'épicerie fine n'existait pas. Mais c'est parce qu'il y a eu des Italiens, des Grecs, des Français, des Algériens, des Marocains, des Sénégalais qui sont venus avec... Regardez, maintenant, on trouve plein de magasins de plusieurs types de mets, et ça a fait un brassage extraordinaire. J'ai l'impression que la raison pour laquelle les gens ont peur, c'est parce que ce qui les tient ensemble, ce qui donne une valeur à leur vie, la philosophie qui orientait et qui oriente encore un peu, mais plus faiblement, notre vie collective, s'est affaibli en réalité, mais pas par la venue des immigrants ou par les changements en termes de constitution de qui est avec nous, mais par un mode de vie. Et là, c'est une des racines de mon militantisme, qui est un mode de vie hyper productiviste où on dit tu vas travailler beaucoup, beaucoup et tu vas plus créer, tu vas pas fabriquer tes vêtements, tes souliers, tu vas plus créer ta musique, tu vas la consommer. Il y a une industrie qui est là et toi, tu vas faire un travail très spécialisé, beaucoup, beaucoup, et le reste, tu vas le consommer. Et ça détruit les liens entre nous où on créait notre culture ensemble. Et c'est pas juste une culture qui existe de façon muséale, qu'on reproduit. C'est une culture qu'on prend parce qu'elle nous est transmise et que dans tous les moments libres qu'on avait, qu'on a de moins en moins,
on était ensemble à réactualiser cette culture-là, à l'adapter à ce qu'on devenait, à mesure qu'on changeait, puis elle restait nôtre. Et là, on est un peu dépossédé de ça par un mode de vie, par un système qui est relativement nouveau. Et ça rend les gens insécures parce que c'est une solidité dans la vie d'avoir une philosophie de la vie, une culture forte qui te lie aux gens autour de toi. Et que cette peur-là est instrumentalisée et redirigée vers des boucs émissaires comme la communauté musulmane. Et j'ai l'impression que des événements comme celui qui est l'attentat terroriste qui est arrivé ici d'un garçon qui était clairement malade mentalement, qui était à la fois plein de haine et extrêmement faible en dedans, là, quelqu'un qui... c'est un résultat de ce manque de sens qui, tranquillement, prend de la place dans notre société. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce que je viens de dire et où vous voyez... C'est exactement, je pense que je ne peux pas dire mieux que vous. Le mode de vie dans lequel on est rentré a fait qu'on est dans cette situation. Et ce mode de vie qui est pour beaucoup presque la quintessence, on se sent bien, on se dit s'il y a le moindre intrus, il risque de défaire cette toile qui a été construite. Or, c'est une toile très, très fragile. Très mince, c'est un vernis. Cette consommation à outrance, ce développement des produits sans respect de la nature, sans respect de nos avoirs, on ne pense que le court terme. Les gens pensent beaucoup sur le court terme, même les partis politiques. Excusez-moi si je dis ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Les politiques pensent sur le court terme. Donc, ce mode de vie a fait que ça insécurise les gens. Et quand il y a des étrangers, ben c'est pire parce qu'on dit « Ah, nous, on a acquis ça, ça nous a stabilisés. Et s'il y a ça, ça risque de nouveau de nous stabiliser. Et on va prendre le bouc émissaire. » Et là, c'est le danger qui nous a guettés, c'est prendre la partie la plus faible de la société actuellement, puisqu'elle est visible, ce sont les musulmans. Et même pire que ça, c'est de prendre la femme comme étant le maillon faible. Parce qu'en fait, dans tous les discours des intellectuels, c'est pas le musulman, c'est surtout la femme musulmane parce qu'elle a quelque chose de visible. Alors là, moi, je suis très déçu du féminisme. Parce que la femme musulmane doit être protégée. Si vous l'affaiblissez, si le monde féministe, et je suis féministe parce que avant je ne l'étais pas, mais à force d'être ici, j'ai vu que c'est tout à fait normal que je dois être comme ma femme, que je dois contribuer, que je dois laver, que je dois nettoyer, que je dois... elle a le droit de travailler, elle a le droit d'avoir ses avoirs. D'ailleurs, c'est ce qui est acquis dans l'islam. Je ne peux lui prendre pas un sou de son porte-monnaie sans son autorisation. C'est son avoir à elle et c'est moi qui dois subvenir à la famille, etc., etc. Donc, on a pris la femme et puis on l'a mis au devant dans tous les discours, surtout des intellectuels féministes. Je ne citerai pas les noms, elles se reconnaissent. Et je pense que cette crainte d'ébranler l'acquis que la société a eu depuis la Révolution tranquille à aujourd'hui, les gens ont peur que cet acquis disparaisse. Et en plus de ça, les intellectuels qui colportent, excusez-moi, je vais sortir sur un autre plan, qui colportent aussi ce qui se passe ailleurs, notamment en France, fait du mal à la société et ne l'arrange pas. Je peux vous assurer que si on ramène la question de la laïcité telle que vue par les Français, on est dans du trouble. Parce que la France, jusqu'à maintenant, n'a rien solutionné. Rien. Même la femme en France. C'est encore macho. Je le dis, vous pouvez publier ça. Non, je suis la femme en d'accord. France, elle est encore... on la drague, on lui fait, etc. Et puis vous avez vu, le moi et tout, qu'est-ce qu'elle a dit, la comédienne, l'artiste. Alors, qu'on ne vient pas nous faire des leçons Catherine ici. Deneuve qui disait que c'était bien, qu'on pouvait bien comme encore cruiser les femmes puis leur parler de leur voilà, corps. Alors voilà, donc qu'on ne vient pas donner des leçons au Québec, des leçons de solidarité. C'est ça, c'est nous qui devons donner des leçons à d'autres pays. Alors voilà, donc ce que vous avez dit, c'est cet acquis social qui a été fait et ce développement actuellement planétaire fait que le Québec n'échappe pas à cette domination du capitalisme à outrance et qui fait que les gens se contentent de ça et puis disent ne touchez surtout pas à ça s'il vous plaît parce que c'est ça notre acquis
Et si vous nous venez avec des chapeaux, et puis des kippas, et puis des bérets, vous représentez une religion, nous, la religion, on l'a flochée, et vous venez avec une autre. Mais je ne pense pas que c'est une bonne solution. Vous ne pouvez pas, les individus qui sont contre, ne peuvent pas enlever de la tête des gens leurs convictions religieuses ou leurs convictions politiques. Au contraire, travaillons avec ça et faisons un melting pot intéressant. Vous allez voir qu'on va être tout autant heureux. C'est mon opinion, probablement pour les politiciens qui font de grands ménages de réflexion en autres réflexions. Mais moi, je pense qu'il faut se baser sur ça. Et la population, elle peut être partie prenante. Parce que la population, du moment qu'elle voit qu'il y a de bonnes choses, elle se lève et elle se dresse. Vous rappelez-vous quand ils se sont dressés ici? Pour la vigile? Pour la vigile. C'est des musulmans qui sont venus nous... pour les musulmans, hein. Donc il y a toujours cette bonté. Vous dites que c'est des non-musulmans qui sont venus? C'est des non-musulmans qui sont venus soutenir des musulmans. Donc ils n'étaient pas contre les musulmans, mais ils étaient contre des gestes qui vont à l'encontre de la stabilité d'une société dans laquelle appartiennent aussi les musulmans. Ça, c'était une leçon extraordinaire. Et ça a fait des échos, je pense, planétaires. Hein. Moi, j'étais en Algérie, les gens ont entendu parler. Alors, pourquoi ne pas tabler sur ces sursauts collectifs? Il y a des moments où vraiment il faut en profiter. C'est presque des moments où il y a un échange. Moi, je dirais que le Québec solidaire, c'est toujours ex post quand on fait des contributions comme ça. Je dis, s'il a capitalisé sur son succès pendant les élections, en forçant les choses pour apparaître beaucoup plus en public, vous aurez pu engranger encore plus. Même si ça n'engrange pas pour des députés, parce que les élections, c'est terminé. Mais ça, vous allez engranger au niveau des mentalités, parce que vous étiez dans un lancement très intéressant. Vous l'êtes. Profitez de l'environnement, parce que vous avez été le seul à défendre l'environnement, et ça a l'air de vouloir décoller. Capitaliser sur ça, et ce n'est pas un capital de gain, capital de changement des mentalités. Puis c'est l'environnement d'un côté, puis de l'autre côté, c'est ce que vous nommiez en parlant de la vigile, c'est l'amour. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble en créant des liens. Et la responsabilité. Dernière petite question avant de terminer rapidement. Votre plus beau rêve pour le Québec, vous imaginez le Québec dans 2-3 décennies? Dans votre monde idéal, c'est comment? Ça va vers quoi? Ça va vers quoi? Ça va vers un pays ayant des relations nettes, claires et précises avec tout ce qui l'entoure. Mais non pas un pays recroquevillé, un pays ouvert, un pays où il fait bon vivre. Moi, je suis idéaliste et je vois que, je répète toujours la même phrase, le même mot. Je vois que fatalement, la bonté va nous mener très très loin au Québec. Pas contre les Anglais, mais pour le Québec. C'est complètement différent de dire je veux avoir l'indépendance parce que je suis dans un milieu où je suis coincé par des anglophones, mais plutôt parce que nous avons une particularité et nous avons un pays large, ouvert sur les autres. Et vous allez gagner aussi les autres qui pensent que... Enfin, que c'est impossible. C'est impossible. Merci beaucoup, M. Benabdallah. Vraiment. Merci beaucoup. Sincèrement. Okay.